Merci de nous retrouver sur Kavi TV, le média du développement, sur Kavir FM 89.5. En bande FM, vous nous écoutez de ce côté. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez à Bofa, Bouquet, à Colisoro. Merci de nous suivre partout à l'intérieur du pays. Si vous êtes sur Kavi TV, vous êtes forcément sur le canal 249. Si vous pratiquez le Bouquet Canal Plus ou sur Star Times, canal 113 779 de ce côté également. Sur notre site d'information siaminfo.com et sur notre application mobile Kavi Media disponible sur Play Store et App Store, sur nos différents réseaux sociaux, Kavi TV, groupe Kavi Media, Kavi TV si vous êtes Kavi Media pardon, si vous êtes sur TikTok, YouTube et sur Instagram. Merci d'être nombreux à notre écoute. Vous pouvez réagir en nous écrivant sur le plus 224 629 95 67, deux fois plus 224 629 95 67. Au menu de ce matin, c'est un grand pas qui a été franchi dans le cadre de la valorisation du minerai de fer de Simandou ce mardi 28 janvier 2025. La société américaine Wabtec et la compagnie Transguinée ont signé un contrat de livraison du second lot de locomotives pour les blocs 1 et 2 du projet Simandou pour un montant de 248 millions de dollars. Cette signature marque l'une des dernières lignes droites pour l'amorçage de la production du minerai de fer. À travers ce contrat, la société Wabtec s'engage donc à acheter et livrer 65 locomotives. Ce lot de locomotives sera le deuxième dont disposera la compagnie pour des fins d'exploitation selon l'accord signé entre Simfer et Wabtec en juillet 2024, précise le directeur général de la compagnie du Trans-Guinéen. Ces locomotives serviront non seulement au transport du minerai, des passagers, des marchandises et des produits agricoles le long du corridor du projet. On en parle dans un instant. Expulsion des migrants illégaux. Donald Trump a mis sa menace à exécution. Des centaines de migrants venus du Guatemala et du Mexique ont été ramenés chez eux ce mardi même. 1897 Guinéens figurent sur les documents du service de l'immigration et des douanes des États-Unis publié par Fox News. Les autorités guinéennes disent ne pas être saisies par l'administration Trump, mais l'inquiétude grandit chez les familles et proches. Mais quelles peuvent être les conséquences directes de cette décision du président américain sur la vie de ses compatriotes, de ces Guinéens, pardon. Les débatteurs abordent la question dans cette émission, le scanner. Et dans la dernière partie, la situation reste confuse à Goma, en République démocratique du Congo, avec des fortes détonations et des échanges de tirs, notamment dans l'est de la ville. Ce mardi, une offensive menée par les rebelles du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Des habitants de la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, fuient les combats. Nombreux ont regagné des camps de déplacés de l'autre côté de la frontière. À Kinshasa, par contre, des manifestants ont attaqué de nombreuses ambassades étrangères. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, a lieu ce mercredi 29 janvier, selon le président kenyan et qui assure la tête de l'organisation régionale. Les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont tous attendus, et sauf changement de dernière minute, le président Félix Tshisekedi pourrait s'adresser à la nation ce mercredi même. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce mercredi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de suivre votre émission, Le Scanner, qui vous parvient du lundi au vendredi, quand il est 9h jusqu'à 10h30 sur le seul unique média de développement en République de Guinée. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin
qui vous aide à comprendre l'actualité. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin, j'espère? Ça va, par la grâce de Dieu. Bien. Ça va, on tient bon. Bien. Projet Simandou, un accord signé hier, mardi 28 janvier 2025. La société américaine Waptec et la compagnie TransGuinée ont signé un contrat de livraison du second lot de locomotives pour les blocs 1 et 2 du projet Simandou, Mohamed Ba. Oui, Abdallah, c'est la petite plante ou l'arbre de l'une des plantes ou d'arbres de développement commence aussi à pousser petit à petit. Et vraiment, on pense que cela pourrait encore contribuer à changer beaucoup de choses, à apporter beaucoup de choses aux Guinéens. Il faut comprendre que ce méga projet, comme on l'appelle, cela se justifie même par le nombre de partenaires présents lors de cette phase de livraison, de signature de contrat, de livraison de ces locomotives. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Chine, l'ensemble de tous ces pays mis dans une balance, vous vous rendrez compte sur le plan mondial que c'est de la puissance économique qui est en train de se dessiner dans notre pays, et qu'on parle d'un chiffre de plus de 240 millions de dollars de locomotives. Vous vous rendez compte que ce ne sont pas des locomotives qui viennent d'un pays en voie de développement ou d'un pays asiatique. Ce sont des locomotives livrées par les États-Unis d'Amérique. Cela peut une fois de plus rassurer qu'est-ce que cela représente vraiment comme projet. Étant un enfant des mines, on se rend compte que quand il s'agit des États-Unis ou qu'il s'agit de l'Australie également, on comprendra qu'il y a une puissance énorme qui se dégage là. Au-delà de la livraison de ces locomotives qui vont commencer à remorquer le développement de la Guinée, je peux le dire comme ça pour illustrer beaucoup plus, vous allez comprendre que c'est les différentes étapes, les différents projets liés à ce grand projet du côté de Simandou, qui n'est pas du tout à minimiser. Vous comprendrez que plus de 600 km de chemin de fer, de voies ferrées, qui traversent pratiquement les 4 régions ou les 4 parties, tout le pays, pour y arriver du côté de Forikaria à Moribaya, si ma mémoire est bonne, depuis la Guinée forestière, et qu'au-delà du transport de la bauxite, comme on appelle, du fer, du minerai de fer, il y a le transport des personnes, des passagers plus précisément, c'est qu'il y ait une grande forme de développement de notre pays, parce que nous l'avons connu, en tout cas les anciens ont connu, il faut apporter la précision. Du côté, il y avait ce train qui existait, Conakry-Cancan, qui a desservi notre pays en tout cas pendant des années, et que le développement sur le plan économique, c'est qu'il peut nous coûter aujourd'hui le prix d'une banane venant de Zérékoré. Si ça coûte 2000 francs aujourd'hui dans les conditions normales, avec cette voie, ça pourrait nous permettre encore à réduire, mais vraiment de façon extraordinaire, le coût pour le consommateur. Aujourd'hui, qu'on parle de ces différentes parties liées à ce grand projet, et que c'est presque cette année, dans les conditions normales, les premiers wagons doivent quitter vraiment de la Guinée forestière pour le port de Moribaya, parce que c'est ce qui est à Forikaria plus précisément, à Moribaya. Selon le projet, ce qui est dit dans le calendrier, dans le planning établi, dans les conditions normales, d'ici la fin de l'année 2025, les premiers wagons contenant ce minerai devraient quitter Conakry, le port de Moribaya, pour l'international. Donc ce qui est bien, au-delà de ces mines, comme on appelle, qu'on transporte, on a dit le développement parallèle qui doit partir, qui doit accompagner, qui doit être exécuté. Parce que du côté de ceux qui ne savent pas, du côté de la CBG, pratiquement la même chose s'est passée, même si ça ne pourrait pas être la même grandeur, la même valeur. Il y a le train minéralier, mais il y avait un train passager aussi qui transportait des gens de la cité de Sangaredi à Kamsa. Ce train, et on l'a exploité pendant des années avant que ça ne change de voie et que ça ne soit beaucoup plus dominé par le transport du minier, avec l'arrivée de GAC également. Donc, du côté de la Guinée forestière et que du projet Simandou 2040,
Pardon, c'est un méga projet, un projet hyper intéressant pour la Guinée. Si tout est ficelé très bien, parce que moi, jusqu'à présent, je suis à ce niveau, je me dis aussi, comme nous insistons, afin que les autorités arrivent à nous dire, à nous dérouler le contenu de ce grand projet, c'est-à-dire le contrat qui est signé là entre la Guinée et ses différents partenaires impliqués. On veut le savoir parce qu'on veut savoir réellement jusqu'où les Guinéens peuvent tirer profit de ce projet. Ça peut être aussi une autre stratégie pour l'État guinéen et ses partenaires de ne pas mettre tout ça sur la table en attendant de commencer certaines choses, même si cela pourrait encore poser certaines interrogations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'on arrive à parler de ces locomotives avec vraiment le coût de réalisation ou de réalisation de ces projets avec plus de 240 millions de dollars, on se rend compte que ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas vraiment un petit projet, c'est un énorme projet qui est en train de se dessiner petit à petit, de voir le jour, mais pourvu, j'insiste là-dessus, pourvu que cela profite énormément pour la Guinée et pour les Guinéens. Au-delà de ça aussi, les Guinéens qui sont tout au long de ce corridor de Moribaya, du côté de Forécaria, jusqu'au côté de ces différents blocs 1, 2, 3 et 4. Et vraiment, parce que déjà, on a parlé de blocs 3 et 4 dont les locomotives ont été livrées. Très bientôt, on parlera de blocs 1 et 2 également, dont les locomotives. Donc, imaginez que ces différents partenaires impliqués, chacun dans la partie qui lui a été réservée, qui lui a été allouée par l'État guinéen, bloc 1 et 2, et le bloc 3 et 4, l'ensemble de tout ça mis en valeur, ce n'est même pas seulement la Guinée qui va tirer profit, c'est l'ensemble des Africains, au-delà même des Ivoiriens, des Libériens, des Sierra-Léonais, c'est d'autres pays de la sous-région, des Africains, de la création d'emplois, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais également, je pense que c'est le moment aussi de faire un appel aux Guinéens. Pour moi, aller dans les universités, c'est bien, mais vraiment faire des études professionnelles aujourd'hui, ça serait mieux encore. Ça serait mieux. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons, là où on peut employer 100 personnes, des ouvriers et des Guinéens qui ont le BTS, c'est-à-dire brevet technique supérieur, vraiment le nombre sera beaucoup plus élevé que des gens de la fonction de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire diplômés, docteurs et autres. Je pense qu'il est temps, pour ne pas qu'on essaie que cela soit dominé par d'autres Guinéens, d'autres Africains sur le marché, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre, on parle de Simandou, c'est vrai, on parle de Simandou, on parle des Guinéens, mais vraiment, quand on va parler de compétences, c'est ceux qui ont la capacité à faire fonctionner normalement le projet, c'est eux qui auront de la place, c'est eux qui pourraient bénéficier. Il est temps maintenant de faire recours, aller dans ces préfectures aujourd'hui, ça existe dans beaucoup de préfectures, à Boké ça existe, à Kindia ça existe, à Fria ça existe, à Labé, un peu partout dans les grandes préfectures, ces centres de formation professionnelle, ça existe partout. Du côté de Boké par exemple, il y a le brevet technique supérieur des engins lourds où vraiment ça se passe très bien. Donc il est temps qu'on essaie de se préparer, ne pas dire non, moi je vais, si ce n'est pas l'enseignement supérieur, si ce n'est pas l'université, je ne vais pas étudier. Vous allez étudier, d'accord, mais vous allez finir, qui va vous employer? Alors que pendant ce temps, de l'autre côté, on a eu une chance énorme qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on a eu des gens, nous avons des amis qui ont fait BT, qui ont fait ENAM, l'École nationale des arts et métiers de Conakry ici, mais ces gens aujourd'hui, c'est des hauts placés dans beaucoup d'entreprises de notre pays aujourd'hui. Donc il est temps, au-delà de créer un projet, chacun dans son petit coin, si vous avez le niveau vraiment bac ou le brevet, il est temps de penser à cela afin de pouvoir réaliser ou de bénéficier de ce grand projet qui se passe là, qui a mobilisé lors de la livraison de ces locomotives du côté de Conakry beaucoup de partenaires internationaux. Et aujourd'hui, on se rend compte que la peur qu'on a dans le ventre, on aura le temps d'en parler dans le projet des Guinéens à expulser, et que Donald Trump, qui a parlé de beaucoup de projets dans le monde et qui veut de l'équivalent de réciprocité dans les affaires, je pense qu'on aura le temps de pouvoir bénéficier de ce grand projet, parce qu'on parle des locomotives. Ces locomotives, ce sont des entreprises guinéennes, des entreprises américaines qui ont livré, qui ont été à la base de fabrication de ces locomotives. Donc il est temps pour les uns et les autres, en tout cas pour des Guinéens, des étudiants, beaucoup plus, des jeunes qui sont au collège, comme on appelle, au collège bien sûr, de se préparer mentalement
à pouvoir faire des formations professionnelles afin de ne pas vraiment être surpris par cela, mais aussi avoir des entreprises locales sur le plan de l'entrepreneuriat également. Les transferts de compétences. Les transferts de compétences. Surtout. Ça compte énormément. Donc de voir commencer à faire des recherches. Parce que ça existe un peu partout, ces sociétés minières. Ce n'est pas une première en Guinée. Ça existe en Australie, ça existe aux États-Unis, ça existe en Asie, un peu partout. Et cliquez sur ces projets, vous vous rendrez compte quelles sont les activités parallèles liées à des grands projets comme ça. En fonction de cela, vous allez savoir, moi, telle activité m'intéresse. À partir de là, soit la Guinée, ces formations existent en Guinée, ou vous achetez des formations en ligne qui existent et qui sont reconnues sur le plan mondial. Donc il est temps que les Guinéens se préparent, des jeunes Guinéens. Si vos petits frères ne sont pas informés, vos neveux ne sont pas informés, vos enfants ne sont pas informés, il est temps d'attirer leur attention que il ne faut pas tout aujourd'hui, si ce n'est pas à l'université, je ne vais pas étudier. Vous allez étudier nucléaire à l'université de Conakry, vous allez sortir, vous allez faire quoi? En tout cas, en tant que Guinéen, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il est temps pour les uns et les autres de se préparer pour accueillir ce grand projet, pour ne pas dire ce méga projet Simandou 2040. Oui, Simandou 2040, un pont vers la prospérité à Diallo. Les bases sont en train d'être fondées petit à petit. Le soubassement est en train d'être mis petit à petit. Justement, je voudrais pour un premier temps d'abord rappeler un certain nombre de choses, que la mise en place ou l'acquisition de ces locomotives, pour moi, s'inscrivent dans le cadre dans l'ordre naturel des choses, pour ainsi dire. On parle de l'exploitation de ces deux blocs dont on a besoin fondamentalement d'assimiler vers Forécaria pour pouvoir effectivement essayer de les transférer de l'autre côté. Donc, le fait de mobiliser un certain nombre de moyens techniques et financiers pour faire cela, pour rendre cela effectif, pour moi, ça s'inscrit dans l'ordre naturel des choses. On s'en félicite parce que c'est une avancée, mais c'est un passage obligé de la part de ses partenaires, de la part de la compagnie Transguinéen, de pouvoir accélérer les choses, parce que c'est en cela que voilà, la mise en place tant souhaitée, ou la mise en œuvre tant plus souhaitée de ce projet puisse naturellement attirer l'attention des uns et des autres, pour dire attention, les choses sont en train d'évoluer, parce qu'on a rappelé d'un certain nombre de réalisations. C'est une évidence que depuis près de 2 ans aujourd'hui, il y a une accélération dans le cadre de la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures qui concernent, disons, ces corridors-là. Donc, c'est un fait. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce que Simfer a rappelé au cours de cette cérémonie de signature, ce que c'est le nombre d'emplois et surtout qui concerne les Guinéens dans tout cela. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait pour que les Guinéens puissent être les véritables bénéficiaires? La valorisation de la main-d'œuvre locale. Absolument. Et cela ne Ou la valorisation du contenu local. Et cela ne peut se passer qu'en imposant ou justement à ces partenaires-là, oui, c'est des partenaires, oui, mais il y a, disons, des contrats qui sont très élémentaires, même si nous n'avons pas à la convention de base, mais nous estimons que cela doit être fondamentalement inclus dedans. C'est le respect d'un certain nombre de principes, notamment la protection de l'environnement. Ils ont insisté sur le fait qu'ils vont respecter strictement toutes ces dispositions-là pour ne pas qu'on essaie de détruire l'écosystème. Alors, ensuite, c'est vous dites, c'est la compétence locale. Le contenu local. Le contenu local, c'est relatif, parce que si on ne crée pas toutes les conditions, Bal rappelait tout à l'heure ici, si on ne crée pas toutes les conditions pour faire en sorte que le transfert technologique, le transfert des compétences puisse aller avec l'exécution de ces projets, on va rester ici dans un rêve absolument cauchemardesque pour dire, voilà, c'est Simandou 2040, alors qu'en réalité, c'est certains qui bénéficient au détriment des Guinéens. Oui. Donc, comment faire en sorte que, de maintenant, que les jeunes Guinéens puissent se spécialiser et s'adapter à la situation, naturellement, à travers les partenaires qui sont là, mais aussi anticiper un certain nombre de choses. Ce sont des partenaires, nous avons connu bien avant que ces projets ne soient annoncés, nous avons connu ici certaines entreprises qui sont chinoises, quelquefois américaines, mais dont la plupart de ces employés viennent de la Chine. Oui. Ça arrange quoi aux Guinéens? Ça fait quoi aux Guinéens? Donc ça ne crée pas ce qu'on appelle la valeur ajoutée, et nous ne profitons pas de ce qui nous revient des droits, en réalité. Donc je pense que si nous voulons, à un certain niveau, que cela puisse
comme on l'entend véritablement aujourd'hui, c'est l'expression la mieux partagée entre les Guinéens. Simandou 2040, on le veut bien, nous le souhaitons très bien, mais il y a des préalables dont il faut tenir compte pour ne pas que cela ne soit justement chimérique de la part de... Oui, surtout la valorisation du contenu local, le transfert de compétences. 2 points, parce que si nous prenons la convention avec GAC, la Guinée quand même a eu des problèmes avec Guinée Alumina Corporation, parce qu'un certain nombre de conventions n'ont pas été respectées. Les conventions n'ont pas été respectées de ce côté, et ça a fait ce qu'on est en train d'assister, ça a donné à ce qu'on est en train d'assister et des conséquences énormes aujourd'hui pour les employés. Il y a des emplois aujourd'hui qui sont menacés, des travailleurs, des sous-traitants de GAC qui ont mis les travailleurs en congé technique. Ce sont des Guinéens qui souffrent. Après, les expatriés, si ça ne va pas, ce n'est pas une question de discrimination, vont prendre leur bagage et retourner dans leur pays respectif. Mais pour ceux, cette main-d'œuvre locale, elle va rester là et vivre ce calvaire. Donc il est important que les conventions, c'est important d'insister sur le respect des conventions, Yaya Diallo. Moi, que les conventions soient aujourd'hui rendues publiques pour des questions de sécurité et de secret défense ou de sécurité nationale, comme Baouri le rappelait, on ne pouvait pas rendre public certaines conventions, certains documents. Je peux être d'accord avec cet argument. Tant que vous dites que c'est un secret défense, c'est une question de secret défense, c'est une question de sécurité nationale, on est d'accord. Si vous parlez du nucléaire, vous parlez d'armement, on est d'accord que oui, on ne peut pas quand même exposer notre stratégie de défense aux yeux du monde. Mais ce qui reste clair, les clauses liées aux finances, les clauses liées à la durée, les clauses liées à ce que la Guinée aura comme retombée au nombre de Guinéens qui seront employés, il faudrait que ces clauses quand même, ces conventions soient là. Parce qu'on a comme plusieurs sociétés minières à Diallo. Simandou, on en a parlé de 4 blocs là, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. Si et seulement si tous ces blocs sont bien exploités, je dis bien rationnellement exploité, la Guinée devrait prendre de l'envol. Parce que ce qui reste clair, si nous parlons aujourd'hui de réserve, c'est la plus grande réserve de minerais de fer au monde. J'ai dit 2 fois que les miniers jubilent quand ils entendent parler de mines. Je fais exprès d'utiliser ce mot parce que je sais que l'effet que ça fait sur quelqu'un quand tu parles de mines, de fer, Simandou. Parce que de l'autre côté, nos voisins, ils ont fini. Nous, on a dit non, il fallait attendre parce que c'est un héritage. Aujourd'hui, pour éviter que cet héritage soit quand même dilapidé à Diallo, il est important, si des questions de sécurité nationale s'imposent, des questions d'ordre qui ne s'inscrivent pas dans cet ordre doivent être rendues publiques. Justement, je crois que c'est très fondamental. Vous l'avez rappelé, les mines, nous connaissons ce que cela constitue pour nous. Ce qu'on appelle ici quelquefois abusivement les partenaires, sont des gens qui sont venus ici pour créer de la recherche pour leurs États respectifs. Oui. Et vous avez vu l'insulte que GAC a dû infliger aux Guinéens. Oui. Pour dire que oui, on était d'accord qu'on devrait construire ici des raffineries, mais nous nous sommes rendus compte que ces raffineries ne pouvaient pas être viables dans votre pays. Donc nous avons décidé unilatéralement d'aller installer ça chez nous. Une insulte, hein, honnêtement. Donc c'est pour autant dire que c'est maintenant, il faut tenir compte de tout cela. C'est-à-dire de ne pas répéter les erreurs du passé. On a en face de nous des partenaires parce qu'il y a peut-être à côté quelques privilèges qui touchent directement quelques groupes de personnes. On pense que tout va bien sans pour autant tenir compte de l'intérêt général. L'intérêt général aujourd'hui, vous l'avez rappelé ici, c'est le nombre d'emplois. L'intérêt général, c'est les retombées que les Guinéens pourront bénéficier de ce projet-là en termes d'infrastructure, en termes de développement économique, en termes d'emploi. Je crois que c'est là où nous attendons, tout ce que nous entendons ici, le développement, si il doit être, disons, bénéfique à tout le monde, c'est premièrement d'abord les infrastructures. Évidemment. Les infrastructures routières notamment nous permettra de créer cette fluidité dans le cadre de la circulation interrégionale. En ce moment, je pense que Conakry seulement ne va pas être submergé par des uns et des autres. On verra bien d'autres qui vont quitter à Conakry ici pour aller à Kankan pour travailler. De Kankan à Labé, de Labé à Kindia, on retourne ici. Donc si nous avons une telle vision, ça va nous permettre complètement de désengorger la Guinée. Et c'est les Guinéens qui pourront s'émouvoir à travers la Guinée. Chacun pourra développer
business à lui. Et l'autre aspect, Diallo, c'est le transfert de compétences. Vous savez, on a reçu ici, c'était hier ou avant-hier, un invité qui nous disait, même si on construit aujourd'hui des raffineries à Diallo, il faut faire fonctionner ces raffineries. Si le transfert de compétences ne se fait pas, ça va être difficile. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait au moins une main-d'œuvre locale un tout petit peu qualifiée. Donc, c'est le moment pour le gouvernement, pour les autorités, de mettre en place des filières qui vont dans ce sens. Insérer ces filières dans l'enseignement, des programmes d'enseignement dans les écoles supérieures, l'enseignement supérieur notamment, et l'enseignement technique. On parle de 15 ans. La première promotion ne fera peut-être que 3 ans pour ces filières. Hein. Donc si on commence en 2025, dès 2028, on a une première promotion, j'y arrive, qui peut en tout cas remplir ce gap, cette différence aujourd'hui qu'il faut forcément corriger. Parce que même si on construit des raffineries, si on n'a pas des Guinéens qui puissent faire fonctionner ces raffineries, Diallo, c'est une perte pour l'État. Justement, pour illustrer ce que vous venez de rappeler tout à l'heure, je rappelle que nous partageons mon temps d'antenne. Oui, je sais. Faut tenir compte. Et vous en avez abusé. Hein. Vas-y. Merci. Je voudrais dire une chose. Pour illustrer ce que vous venez de rappeler tout à l'heure, vous savez, le Nigeria, c'est l'un des plus grands producteurs du pétrole. Donc, des hydrocarbures. En tout cas, dans le cas des hydrocarbures, c'est l'un des géants en Afrique ici. On a 4 usines là-bas, des raffineries, mais qui ne sont pas opérationnelles. Donc, on peut dire aussi, oui, on va essayer de mettre en place ici, mais pour quelle fin? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en avoir. Il s'agit d'avoir toutes les capacités pour faire fonctionner ces raffineries-là. Donc, c'est pour autant dire que, vous savez, nous sommes dans une situation de rapport de force. Il y a certains qui pensent que le développement de l'Afrique est synonyme du déclin de certains, parce que tout simplement, ils n'auront pas tout ce qu'ils voudront ici chez nous. Donc, il faut créer toutes les conditions pour ne pas que ce développement soit effectif. Il faut qu'on soit conscient de cela. C'est pourquoi il y a de ces partenariats, de ces accords qui sont signés, mais de l'autre côté, on trouvera tous les arguments pour pouvoir détourner cela. Forcément. Soit à travers les changements de régime, ou quelquefois même, ils profitent de nos dissensions internes, parce qu'on ne s'entend sur rien, pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses. Et je pense que là, il faut qu'on puisse tenir compte de tout cela à un certain niveau pour que tout ce que nous sommes en train d'entreprendre dans notre pays ici puisse profiter aux Guinéennes. Et penser à la future génération. On parle de la future génération, on ne parle même pas de nous, on parle de nos enfants, de ce qui viendront. Parce que, vous avez rappelé ici, c'est quelque chose de très fondamental. Les autres ont déjà exploité pour eux. Où sont-ils aujourd'hui en termes de développement? C'est ça. Donc, c'est ça la véritable question. Tirons les leçons, essayons de voir comment ça se passait chez les autres jusqu'à ce qu'il arrive à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui explique cet échec? C'est un échec. En dépit de tout ce que nous avons entendu de la part du Libéria. Où est le Libéria aujourd'hui en termes de développement? Je pense que la Guinée se porte mieux de ce point de vue. Donc, c'est pour autant dire que essayons de voir un peu partout à travers l'expérience que les uns et les autres ont acquérir et voir et dire attention, voilà ce que nous devons faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, et qu'on s'engage dans ce sens-là. Je crois que ça va nous permettre de créer la différence, même si ça va être très difficile, parce que l'invité que nous avions ici avant-hier, nous avons rappelé un certain nombre de faits, notamment la fluctuation des prix à l'international. Si nous ne fixons pas les prix, on peut créer ou signer des accords à un certain niveau. C'est à partir de là-bas qu'on va décider comment dévaloriser tout cela. Et puis finalement, nous serons obligés d'accepter ou de se soumettre aux dictats qui viennent de l'autre côté. Donc je pense que tenons compte de tout cela et c'est ce qui pourra nous permettre de bénéficier de ces projets tant vantés par les autorités guinéennes. Est-ce qu'il est temps d'adopter le modèle chinois, Diallo, c'est-à-dire prendre la main d'œuvre locale, l'amener vers l'extérieur du pays, former la main-d'œuvre locale avec patriotisme, accepter de revenir et servir la nation? Est-ce qu'on est à cette phase-là? C'est une phase, pour moi, c'est une étape très importante dont il faut implémenter ici en République de Guinée, ici, tout en tenant compte d'un certain nombre de facteurs. Parce qu'au niveau de la Chine, c'est un État communiste. Vous ne pouvez pas, au nom de l'État, sortir avec les moyens de l'État. On vous amène à l'extérieur pour pouvoir acquérir des compétences, pas que pour acquérir les compétences, mais pour venir aussi faire passer cette compétence-là, donner ces savoirs-là aux Chinois. C'est ce qui fut fait à travers les États-Unis, un peu partout à travers l'Europe. Donc, vous avez l'obligation morale, après les formations, de revenir former d'autres Guinéens
Donc si toutes ces conditions sont réunies, ce qui n'est pas le cas chez nous ici, combien sont partis au nom de l'État, après les études, ils ne reviennent plus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Depuis 10 ans, l'indépendance, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. C'est des gens qui restent là-bas et qui continuent, disons, à trahir, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, si on a d'autres moyens qui peuvent nous permettre, naturellement à travers l'État, de recruter ici des Guinéens pour un premier temps d'abord, essayer de les diversifier sur beaucoup de choses en fonction de nos potentialités, de nos ressources minières, diversifier la formation pour que ces Guinéens puissent avoir toutes les formations requises pour qu'ils puissent revenir ici et servir notre pays. Naturellement, il y aura du maillage entre les autres et chez nous ici, mais de toute évidence, si on a le minimum qu'il faut, ça va nous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Je pense qu'à l'allure où vont les choses, on saura faire la différence, c'est ce que nous attendons. Bien. Parce que tout simplement, Simandou aujourd'hui, Abdallah, même ceux qui n'ont pas cru au début aujourd'hui sont en train de... tous les regards sont rivés vers Simandou. Vous aimez le rappeler, c'est un pont vers la prospérité. On le souhaite vivement parce que c'est pour la Guinée. Mais si on n'en tient pas compte d'un certain nombre d'éléments, encore une fois, à force de me répéter, ça va se révéler comme, disons, de la chimère. On ne le souhaite pas. Mohamed Ba, le PM CBG, la CBG avait le plus beau contrat de la République de Guinée. Hélas, la Guinée se retrouve toujours dans cette réalité, toujours sur la liste des pays sous-développés, malheureusement, ou des pays en voie de développement, pour ne pas frustrer les uns et les autres. Sauf que si on doit partir de ce principe, on peut dire que les contrats ne sont pas forcément des réalités. Le plus souvent, c'est ça. On peut avoir toutes les promesses du monde par rapport à la réalisation d'un projet, à l'entame d'un projet. Et on met tout en place, on pense que tout est bon et qu'on reste là, pas de suivi, pas de rappel de la part du pays ou de la part des différents partenaires par rapport au respect de l'engagement pris lors de la réalisation du projet. Vous vous rendrez compte que le projet, par exemple, quand je prends le cas de la CBG, c'est déjà en 1963 qu'on a commencé les études. C'est là a duré pendant 10 ans avant d'arriver vraiment, avant qu'on ne voit le premier wagon ou le premier bateau quitter le port de Kamsar en 1973. Donc le cas de Simandou, presque, je ne dirais pas que c'est la même chose, mais ça a pris tellement de temps qu'on se demande est-ce que Simandou c'est une réalité, est-ce que Simandou ça va se réaliser, parce que ça, déjà l'un des partenaires, l'un des grands qui se trouve aujourd'hui dans l'exploitation de ce projet de minerai de fer de Simandou n'est autre que Rio Tinto. Depuis 1997, on parle de Rio Tinto depuis que Rio Tinto a eu ce permis d'exploitation de minerais. Vous vous rendrez compte que depuis 1997, ce que cela représente, je me demande même certains ministres aujourd'hui s'ils avaient 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, à l'époque, s'ils avaient 6 ans, 7 ans, ces ministres, aujourd'hui qui sont dans ce projet. Donc on se demande, est-ce que la réalisation va avoir lieu? Le projet Simandou, on en parle, ça fait rêver, ça fait vraiment sortir des étoiles dans les yeux. On voit des étoiles quand on parle de Simandou pour les Guinéens et même les responsables qui en parlent. Vous sentez qu'il y a une certaine joie qui se dégage parce que ça a du poids sur le plan national, mais sur le plan international. Selon les chiffres, on parle de 5% des échanges sur le plan mondial par rapport lié à l'exploitation du fer dans le monde, ce qui n'est pas à minimiser. Vous vous rendez compte que quand on parle, la CBG à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'autres sociétés, beaucoup d'autres pays, pardon. On parlait des États-Unis, on parlait de la France, on parlait de l'Italie et d'autres pays. C'était pas moins de 7 pays dans le monde, les puissances mondiales qui étaient autour de cela. Mais le problème, c'est à quel niveau? On n'avait jamais suivi l'exécution du contrat, de la convention précisément, autre que quoi? C'est l'installation de la transformation d'une usine de transformation de la bauxite en alumine. Et cela n'a pas eu lieu. Les Guinéens, avec le président Alpha Condé, ont cru qu'avec une autre société, on vous a donné vraiment tous les blocs, s'il faut le dire comme ça, toute la zone minière de Boké. Je ne dis pas seulement de Sangaredi, où la CBG pratiquement a développé après la mine, quand ils ont fini de prendre la bauxite aujourd'hui du côté de Sangaredi, c'est du côté de Bidikoum, mais Bidikoum, ça continue encore dans d'autres zones. À Sangaredi, proprement dite la ville, on ne parle plus de bauxite, en tout cas exploitable, même s'il y a cité CBG, aujourd'hui se trouve aussi, la partie là, c'est de la bauxite. On disait toujours que tôt ou tard, on allait enlever la population dans cette partie. Et puis voilà, continuer l'exploitation sans que cela ne se soit ressenti dans la vie de la population.
C'est ainsi qu'on a fait appel à GAC. GAC est venu parce que GAC n'avait pas, devant la convention, aucune autre société n'allait venir. Si et seulement si, 20 ans après, la CBG mettait en place une usine d'alumine, comme Fria. C'est ce qui pouvait donner de la valeur encore à notre produit final pour pouvoir vraiment gagner de l'argent. Cela n'a pas été qu'on dit, ok, GAC va donner à GAC. GAC vient, je ne dis pas que ça a été de n'importe quoi, mais aujourd'hui, ils sont près de 1000 jeunes de Sanga, de la zone de Boké, venus d'un peu partout, de la Guinée, qui sont en chômage technique depuis le mois de novembre, parce que GAC n'a pas voulu respecter ses engagements. Vous vous rendrez compte que c'est là on insiste pour le cas de Simandou, de savoir ce qui s'est passé, c'est quoi dans le document. Vous vous rendrez compte que les partenaires, c'est-à-dire les sociétés qui sont là en sous-traitance avec GAC, ont plus de qualité de traitement que les travailleurs qui travaillent avec GAC. Je suis d'accord. Ont plus de véhicules. Quand vous voyez leurs véhicules, les véhicules, c'est-à-dire que lui qui est venu comme sous-traitant, c'est beaucoup plus facile. On a du respect pour ces gens que du côté de GAC. Parce que je ne dirais pas GAC, c'était de n'importe quoi, mais GAC vraiment n'était pas clair dans ce qui se passait. Ouais. Aujourd'hui, c'est un jeune, on les a dit de rester à la maison. Depuis le mois de novembre, ils ne savent même plus que faire. Donc, du côté de Simandou, ça doit être la même chose. On parle de plus de 60 millions de tonnes par an de fer transporté. Ce n'est pas petite chose là. La CBG était au départ de 12 millions de tonnes par an. De bauxite. Bien. C'est seulement gagné 50 millions de tonnes. C'est quand on a commencé l'exploitation dans la zone de Boké et de Bofa, la bauxite, que ça a grimpé. Mais maintenant, avec, comme on appelle le projet Simandou, 60 millions. Et ces exportations sont en chute depuis 2 semaines. Il faut le rappeler. Ça a chuté encore, oui. 10% dans la deuxième semaine du mois de janvier. Oui. 17% dans la deuxième semaine. Donc, si on doit totaliser, l'année avait bien commencé pour les exportations bauxitiques, selon le rapport que nous transmet chaque semaine ou chaque 2 semaines nos partenaires et le ministère des Mines à travers ces rapports constants hebdomadaires. 10%, moins 10% entre dans la deuxième semaine du mois de janvier, moins 17% dans la deuxième semaine du mois de janvier. Donc ça fait moins 27% juste courant 2 semaines. Oui. Concernant les exportations de bauxitique en République de Guinée. C'est des choses qui échappent naturellement aux populations. Mais il faut suivre cela. Et ça, c'est le plus souvent, ce n'est pas nous ne maîtrisons pas tout au niveau local. Il faut comprendre aussi qu'il y a cette fluctuation dont vous faites allusion. Il faut comprendre que le marché de ces ressources minières, vraiment de ces matières premières, voilà, le marché de ces matières premières ne décide pas à Conakry. C'est les partenaires, il y en a qui éclosent, c'est cela. Tout se passe comme ça, ce n'est pas une première, ça ne devrait pas nous surprendre. Eux, ils savent comment faire la jonction, une période. Pourquoi je suis surpris? On a démarré l'année avec plus de 50%. Oui. Plus de 50% d'exportation. C'est que les exportations bauxitiques ont grimpé de plus de 50%. Maintenant que ça chute dès la deuxième semaine. Mais Abdallah, directement, mais voir du côté de l'or. Et du côté de l'or. Non, l'or ça va. L'or ça va, l'alumine a repris. Donc c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quand on parle de la baisse du côté de l'exploitation de la bauxite, on se rend compte du côté de l'or, ça flambe, ça monte et que ça devient intéressant. Donc le marché international, rien que l'élection de Barack, de Donald Trump aux États-Unis, ça a joué grandement sur le marché international. Là, comme on appelle la bourse, il y a eu des flux qui sont montés, certains côtés ça a chuté. Là où on a parlé de l'IA, l'intelligence artificielle, parce que Barack, qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête avec Trump? Donald Trump. Ouais. Quand Donald, on a annoncé son arrivée et qu'il est arrivé au pouvoir, du côté de l'IA encore, ça a flambé. C'était une flèche en matière dans ce marché. Donc sur le marché international, ça peut aller, ça se gère, ça se comprend. Il y a des moments où ça monte, parfois ça fluctuation, mais tout ça, nous, du côté du projet de Simandou, l'important pour nous, c'est de voir quelles sont les limites au niveau dans les négociations, de voir jusqu'où on peut faire des bénéfices. Transporter du fer, c'est une chose, mais pouvoir bénéficier de l'exploitation, de la transformation, même sur le sol guinéen, en est vraiment une autre, qui nous permettrait de gagner plus. Donc moi je pense qu'on nous garde ce document, qu'on ne livre pas à la population, ne rend pas public, on ne met pas comme sur le professeur Alpha Condé aimait à le faire, la convention, vous voulez aller sur le site du ministère des Mines, ça existe, vous cliquez. Gardez, mais pourvu que le contenu de cette convention qui existe
entre la Guinée et ses partenaires concernant l'exploitation de Simandou, des minéraux de Simandou, soit vraiment une convention consistante. Parce qu'on a vu du côté de Bokeh, j'insiste là-dessus, ça n'a pas été le cas de la CBG dans les temps, mais du côté de Bokeh, on voyait des ouvriers qui venaient de la Chine, qui venaient même par la voie, par la mer. C'est-à-dire à l'époque, avec Covid, on ne les voyait pas beaucoup plus à l'aéroport de Conakry, mais passaient par la voie fluviale pour venir au port dans les différents ports que nous connaissons du Kolaboui et ainsi de suite. Donc pour cela, c'est conduire des petites machines, conduire des pelleteuses ou je ne sais pas quel autre camion. On n'a pas besoin de prendre des Chinois, des Américains, je ne sais pas quelle nationalité partenaire encore dans ces projets, des Australiens. Il y a des Guinéens qui sont là. Il faut former. Au-delà des Guinéens, il y a des Sénégalais qui peuvent tirer profit. Comme on appelle les Léonais qui peuvent tirer profit. Pourquoi il faut transporter des gens qui conduisent juste des camionnettes, qu'on les envoie de la Chine pour venir transporter ici. Avec une manne financière, un salaire très élevé. L'usine qui transforme la bauxite en alumine se trouve en Chine et dans d'autres pays. Là-bas, ce ne sont pas des Guinéens qui travaillent. Ce sont de ces pays, ces locaux, comme on appelle, les citoyens de ces pays qui travaillent là-bas. Pourquoi chez nous ici, on transporte encore de la main-d'œuvre internationale au niveau local? Bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et au-delà de ça, l'éducation, qu'on forme les gens. Comme ça se passe actuellement avec les nouveaux fonctionnaires, il faut y penser maintenant, commencer à voir dans les différentes préfectures, les jeunes, des concours qu'on prépare, 6 mois, 1 an, 2 ans de formation devrait permettre à tous les Guinéens de bénéficier de ce grand projet Simandou 2040. Ce qui est déjà compris. Nous, on continue avec cette chaîne, puisqu'on parle encore du Guinéen, cette fois de migration. Donald Trump a mis sa menace à exécution. Des centaines de migrants venus du Guatemala et du Mexique ont été ramenés chez eux ce mardi même. 1897 Guinéens figurent sur les documents du service de l'immigration et des douanes des États-Unis, publiés par Fox News. Les autorités guinéennes disent ne pas être saisies par l'administration Trump. Mais l'inquiétude grandit chez les familles et proches. Quelles peuvent être les conséquences directes de cette décision du président américain sur la vie de ces Guinéens? Yaya Diallo, on soulève la question ce matin. C'est une question cruciale. Vous savez très bien que ce dernier temps, il y a eu quand même beaucoup de Guinéens. C'était la ruée vers les États-Unis à travers, disons, cette frontière-là qui permettait les uns et les autres de pouvoir... J'oublie même son nom. J'ai eu du mal à dire ce nom. Justement, c'est un nom qui est retenu, connu de tout le monde. Des migrants. Hein, voilà. Après tout, donc, Nicaragua. Nicaragua. Ouais, beaucoup ont pu passer par là-bas. Et ça, je pense que là aussi, nous connaissions un certain nombre de réalités. Et avec des sommes faramineuses. Hein. On parlait de 90 millions de francs guinéens, de 100 millions de francs guinéens. Généralement, 100 millions. Qui pouvaient quand même créer une société en République de Guinée. Là, absolument. Ça, c'est une évidence. Malheureusement, vous savez, enfin, les uns et les autres, vous savez, le Guinéen à un certain niveau... Quand nous entendons ce qui se passe de l'autre côté ici, nous pensons que... Parce que le calcul, c'est quoi? C'est vrai, j'ai 100 millions. Quand je dépense les 100 millions une fois aux États-Unis, on m'apprend que quelqu'un peut percevoir $10 000 par mois, 8 000. Donc, ça veut dire que quand il a un bon job, c'est 10 mois. Voilà, 10 mois, il récupère tout. Et puis voilà, ça continue. Il pense qu'il a la belle vie. Il ne sait pas qu'il y a d'autres réalités. C'est le calcul. C'est le calcul qui a amené les uns et les autres de tout vendre, d'autres même certains leurs terrains, vendre tout. D'abandonner tout, hein, même le business. Oui, moi, je connais un jeune qui se débrouillait dans un kiosque, il avait des rentrées allant jusqu'à 2 millions, 3 millions par jour. Quand je dis rentrée, c'est que c'est son bénéfice. Et parce qu'il avait un petit kiosque, il gérait les transferts, les dépôts. Donc tout le monde presque s'intéressait à lui, les commerçants d'à côté. Le jeune, il se permet, parce qu'il y avait certains qui l'avaient confié des sommes ça et là, il ramasse tout, il laisse tout, il oublie sa dignité, il oublie tout ce qui le liait. Après, il prend de l'argent, il part. L'argent des autres. L'argent des autres, très plus bien. Même l'argent de son fournisseur. Et ce que les gens, ils oublient, ces fournisseurs, naturellement, si tu te mets dans le domaine des transferts, excuse-moi, je suis toujours dans ton temps d'antenne, tu te mets dans le domaine des transferts, et après, quand tu as cette confiance de ton fournisseur, il peut te donner des produits à hauteur de 20 millions, selon ta vente, 30 millions, 50 millions, 100 millions. Donc, vous verrez ces jeunes assis dans des kiosques qui n'ont presque rien investi dans le marché. Donc, ce sont des échanges.
ils t'amènent 30 millions, tu revends, tu ramènes 30 millions, on te fournit encore des produits de 30 millions. Donc toi, tu ne tires que le bénéfice. Après, à un certain moment, tu verras que tu n'as plus ton argent dedans, c'est l'argent du fournisseur qui roule. Maintenant, si ces fournisseurs, vous prenez leur argent, vous allez du côté du Nicaragua. Aujourd'hui, comment ceux-ci-là vont rembourser cette somme? Parce que ceux-ci aussi sont liés directement aux sociétés de téléphone. Après, vous les laissez dans un embarras inédit. Hein. Ils sont nombreux, ces gens qui opèrent comme ça, prendre l'argent des uns et des autres. Ça se passe partout. Pour le savoir, il faut être à Madina. Il faut être dans le business. Voilà, il faut être dans le business. Avec mes cas, mais Diallo, c'est un C+. Pas que ça, pas que ça. Il y a tout. Je dis avec mes cas, Diallo en C+. Diallo Mandira long. C'est-à-dire les Diallo qui font ce travail, c'est ça? Non, mais en Afrique, dès qu'on te dit Diallo, on dit le boutiquier, malheureusement. Non, c'est tous les Diallo qui sont des... Non, c'est les plus heureux qui sont des boutiquiers. Tu vas pas me perturber. Et les autres, nous savons qui ils sont. Les bas sont des voleurs, on le sait déjà. On évolue. Vous savez, les bas... Et quand le plus souvent le grand frère plus de parler, je pense que la parole reste là, quoi. Tu peux continuer le développement. Vous savez, les bas, au-delà de nos frontières, ils s'appellent Diallo, ils n'acceptent pas qu'on les appelle bas. Allez-y en Côte d'Ivoire, même si vous êtes bas, on dit, monsieur Diallo, vous l'acceptez, donc c'est un peu ça. Quoi. Ouais, pour revenir au sujet. Pour revenir au sujet, je pense que ce qui est annoncé là, que ça n'étonne personne, que ça puisse être comme ça. Peut-être le nombre de migrants, le nombre de Guinéens en ce qui concerne la Guinée, parce que quand cela a été annoncé, chacun pensait à son pays. Donc, les répercussions, le nombre de migrants qui seront éventuellement expulsés des États-Unis. Donc, nous étions déjà au courant que ça allait être effectif, parce que ça a été, disons, une promesse de campagne. Et vous savez très bien que de l'autre côté, au niveau des États-Unis ou l'Occident de manière générale, quand vous tenez quelque chose comme étant une promesse de campagne, c'est une obligation pour vous de réaliser cela. Et même le taux de réalisation de cette promesse-là est évalué par les électeurs. Donc, si vous avez promis de réaliser 50 points ou 50 promesses, disons, et que vous n'arrivez pas à être en mesure de réaliser ne serait-ce que les 50% de vos promesses, et vous êtes passible d'une sanction électorale chez les autres. Donc c'est comme ça que ça se passe. Chez les autres. Oui, chez les autres. C'est-à-dire que c'est sur les actes, les faits. Vous nous avez dit quand vous avez voulu... Je vois la Guinée ici, la Guinée en 1897, pendant que le Guatemala est à 253 413. Donc là-bas, il n'y a que... Le pays là, c'est vidé. Honnêtement, le pays s'est vidé. Si on regarde dans ce tableau, il y a l'Inde aussi qui se vide, avec 17 940 personnes qui doivent être expulsées. On a la Jamaïque, c'est ça, non? Oui, Jamaïque, 5120. C'est ça. Okay. Donc, sur cette liste seulement, on voit qu'il y a... on peut dire que la Guinée, ça va. Côté Haïti, on a 32 000. Là, on comprend un peu avec la guerre qui secoue le pays, la guerre des gangs. Le Ghana, on a 3 000. Le Ghana, très proche de nous. Malheureusement, l'Iran, avec la guerre, 2 000. L'Indonésie, j'ai déjà 4 200. Ça va faire un carnage de ce côté, honnêtement. Parce qu'à voir cela, on a comme des millions de personnes. Le Brésil, 38 000 sur ce tableau qu'on a. On a la Chine qui a 37 000 ressortissants. La Colombie, 27 300 ressortissants. Le Cuba, 42 000. Il y a encore des chiffres effroyables ici. Salvador, qui a 203 000 concernés. Donc, vous voyez un peu cette répercussion. Je crois que la République dominicaine, qui est 30e 000, oui. 30e 000 encore. Oui. Vous savez que, on va dire que chez nous, ça va mieux. Ça va mieux, oui, on peut se dire ça. Comparativement, mais nous aussi, comparativement à la Côte d'Ivoire, au Ghana et autres. Non, le Ghana, c'est 2000. C'est 2000, enfin. Le Ghana, c'est 2000. Voilà. C'est l'autre État, Guinée-Bissau aussi, je crois que c'est 200 ou 500 comme ça. On comprend aussi. L'étendue du territoire aussi compte beaucoup. Donc, je pense que on verra ce qui va se passer. Ce que nous souhaitons, c'est ce qu'on ne puisse pas. Répercussions économiques énormes, je pense. Non, mais fondamentalement, nous allons assister à des conséquences très énormes. Maintenant, c'est à se demander s'il y avait déjà certains qui étaient. Vous savez, c'est la deuxième vague Nicaragua. Il y avait la première vague, ceux qui sont passés par le Brésil, le Mexique, et puis finalement,
Ils sont allés pendant que Donald Trump était nouvellement venu. Donc lui, il avait décidé de déconstruire le mur qui était déjà en cours de construction. Joe Biden, j'allais dire Joe Biden. Donc finalement, beaucoup sont passés par là-bas. Donc ça, c'est la première vague depuis 2020. Il y a la deuxième vague qui est passée par le Nicaragua et je pense que là, c'était la vague la plus importante. Beaucoup ont dû passer par là-bas. Là aussi, il y a des étapes. Certaines, dès les premières heures, ils sont allés, ces gens-là ont commencé à travailler. Ils ont un permis de travail, ils sont en train de travailler. Il y a d'autres aussi qui sont nouvellement venus, sont en train de se débrouiller pour avoir un certain nombre de papiers. Ça traîne. Ça traîne. J'apprenais qu'il y avait certains jeunes qui venaient de Coloma, qui devraient quand même être assistés par des avocats. Vous savez que c'est fondamental. Quand vous faites face à un interrogatoire, il faut que vous soyez assisté à un avocat pour pouvoir tenir compte et justifier votre présence sur le territoire américain. Ce processus-là était en cours. Ceux qui auront la chance d'avoir un certain nombre de documents qui peuvent éventuellement justifier leur présence aux États-Unis, certainement pourront être épargnés de cela. Ceux qui ont des faux permis, ça existe aux États-Unis. Ils ont des faux permis de travail. C'est pas pour eux. Ces gens-là vont tomber dans le filet de l'administration Trump. Il y a d'autres aussi qui sont venus qui n'ont pas de papier. Depuis qu'ils sont venus ici, ils n'ont pas pu vivre dans la clandestinité. Dans la clandestinité la plus absolue, parce que tout simplement, c'est des gens qui ne sortent presque pas et qui sont là, qui n'ont pas pu être en contact, soit par manque de moyens ou par négligence, d'être en contact avec des avocats. Et donc, tous ces gens-là aujourd'hui pourront être dans le viseur de l'administration Trump et peut-être naturellement figurer sur la liste de ces 1800 Guinéens qui sont concernés. Donc, je pense que ceux qui ont des documents, même si ce n'est pas des documents au complet, mais s'il est tenté qu'il y a un certain nombre de justifications et que votre avocat est là pour vous défendre, ils auront la forte chance d'y rester et de compléter leurs documents. Et tu sais qu'ils n'en ont pas, et ils sont nombreux, vous savez très bien comment ça se passe. Ils sont nombreux, des gens ici qui se faufilent et qui essaient de partir avec les documents d'autrui. Pour tromper la balance, ça se passe. Donc, s'il est tenté que les documents que vous avez, ce pas des documents authentiques, là, vous exposez, disons, à cette expulsion. Et je pense que là, il appartiendrait aux uns et aux autres de savoir raison garder. Est-ce qu'ils auront la malchance de figurer sur la liste? Je pense qu'ils en tireront toutes les conséquences. Donc, malheureusement, c'est de là qu'il s'agit aussi. C'est le temps pour nous de créer de l'emploi et d'être plus, ce qu'on peut l'appeler, d'être plus sérieux dans ce projet qui nous fait rêver, le projet Simandou, créer de l'emploi, permettre à ceux qui vont revenir, s'ils reviennent, de trouver rapidement de l'emploi, d'avoir cette rapidité dans leur réinsertion socio-économique, socio-professionnelle, dans leur réinsertion sociale, en gros, pour les aider à mieux parvenir, subvenir à leurs besoins. Parce qu'il est très difficile d'être, on utilise le terme rapatrié. Expulsé pour ceux qui comprennent bien français, rapatrié, utilisé naturellement par ceux qui vivent de ce côté. Là-bas, peut-être je parlerai beaucoup plus ça tout à l'heure. On parle de déportation. De déportation. Donc te prendre de l'Amérique et te ramener, comme à la traite négrière. Hein. C'est comme ça, malheureusement. Nous, on va marquer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour poursuivre ce débat très important pour la communauté guinéenne. Ne zappez surtout pas. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus, au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes.
Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. À Conakry, vous l'avez déjà compris, avec notre partenaire privilégié ici à Mondial Express. Si vous voulez voyager partout en Afrique et dans le monde, nous vous recommandons notre agence de voyage. Là également, vous pourrez trouver des services qui hors taxe, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, merci de faire un tour de ce côté et merci à toute l'équipe du côté de Mondial Express. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et des téléspectateurs sur le plus 224 629 95 67 67. L'imperturbable communicant du CNRD de général Mamadi Doumbouya, civilisé, prodige, l'enfant prodige de Bouramaya, Samaya. Monsieur Silarou 15, Abdallah, une pensée positive à votre PDG, l'homme fort de la commune de Dixine, honorable Jobe Beto. Et je remercie mon président, le général Mamadi Doumbouya, pour ce projet gigantesque. Actuellement, l'espoir est là. Grand merci aux chroniqueurs de Kavi, particulièrement le scanner. Félicitations à vous. Merci pour la fidélité, Silarou 15. Bonjour mes chers journalistes, c'est Amadou Gulté en vous écoutant sur le projet Simandou, le rêve est permis. Merci à vous, car un bon journaliste est celui qui donne la bonne information. Chapeau à vous, merci pour la fidélité. Bonjour à toute l'équipe du scanner. C'est Gibril Souma de Wankikoya, Wankifon. Je pense que la livraison de ces locomotives est un pas franchi au compte du méga projet Simandou, mais il faudrait que l'État crée
toutes les conditions pour la formation des jeunes Guinéens afin qu'ils profitent beaucoup de ce projet, car c'est notre seul trésor minier qui est capable de créer des milliers d'emplois. Bonjour, le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Binti Mondia et Sangaredi. Sangaredi, c'est de la préfecture de Boké. Le projet Simandou est considéré comme le meilleur projet que la Guinée n'ait jamais connu. Mais est-ce qu'il faut attendre 2040 pour avoir un stade homologué, des infrastructures dignes de nom, etc. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas compter sur les mines pour développer un pays. Seboïba, nous respectons votre avis. Peut-être que c'est un prolongement sur les 15 ans. Attendons de voir la convention pour mieux s'exprimer sur ce sujet. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dinting, Djambouria Dankama. Dans mon village natal, Simandou est un bon projet si c'est bien géré, mais je vous assure que ce projet sera un Djambouria, toujours pessimiste. Djambouria, je ne me permettrai pas, hein. Il faut se dire cette vérité. Bonjour les gladiateurs, respect et considération distingués à vous. Une bonne nouvelle pour la Guinée. Simandou 2040, je prie le gouvernement actuel de faire tout possible que ce projet soit utile pour la Guinée et les Guinéens, pas pour quelques individus. Surtout, le contenu local soit respecté aux jeunes Guinéens d'accepter de se former et être au top du moment. Monsieur Keta Moussa, MSK, Kindia, depuis Kindia, la ville des agrumes. Merci, Monsieur MSK, depuis la ville des agrumes. Bonjour mes chers journalistes. Laissez-moi vous dire que c'est maintenant ou jamais que la diplomatie guinéenne doit jouer son rôle régalien pour éviter l'expulsion de nos compatriotes des États-Unis. J'apprécie la prouesse que l'État guinéen est en train de jouer dans la réalisation du projet Simandou, mais que le revenu du projet soit utilisé de façon honnête et équitable pour l'intérêt de tous les Guinéens. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi qui nous laisse cette réaction. Bonjour les grands journalistes, j'aime beaucoup vos interventions car vous intervenez logiquement. C'est Mfansouman Kamara depuis Anko 5. Merci Mfansouman depuis Anko 5. Bonjour Abdallah. Bonjour à tous, c'est Mohamed Kondé depuis Symphonia. L'orientation vers les écoles professionnelles est une très bonne idée pour l'émergence du pays. Je conseille aux jeunes de s'orienter vers ces écoles et techniques qui sont en train d'être révalorisées grâce à la bonne volonté du chef de l'État et le département en question. Je sais de quoi je parle. Allez, c'est compris. Des locomotives pour Konaté, vous aussi. On ne peut pas tout mettre en noir, tout peindre en noir. Hein? On va d'abord attendre la convention avant de s'exprimer de façon négative. Bonjour Abdallah Kamara, ainsi qu'au brave chroniqueur de l'émission Le Scanner. Au fait, le mois de janvier est sur le point de finir. Je me rappelle, c'est durant les 10 derniers jours du mois de janvier de l'année 2024 que j'ai obtenu ma liberté après un mois de détention au camp Makambo, qui faisait face au palais Mohamed V dans la commune de Kaloum. J'ai fait aussi 4 jours. Ok. Dieu est le maître absolu. Qu'est-ce qu'il veut dire? S'il y a des avancements dans ce méga projet, c'est un ouf de soulagement. Signé Aboubakar Kalankani Koulibaly depuis la tannerie, l'ex-journaliste reconverti en auditeur. Vous restez journaliste ou vous voulez être un simple auditeur? Allez, c'est compris, chers confrères. Bonjour à toute l'équipe du Scanner, c'est Gibril Souma. Je pense que le message là, n'a pas été lu. Je pense que la livraison de ces locomotives, oui, j'ai lu ce message. Bonjour les caviars, très bon débat ce matin. C'est le bon moment que pour les autorités, c'est le bon moment que les autorités forment la main-d'œuvre locale, insérer les filières dans nos institutions pour permettre aux Guinéens de bénéficier de nos ressources. Silla Ruchek depuis Bessia. Merci Silla pour la fidélité. On parle de cet autre sujet, Mohamed Ba, le PM d'expulsion des migrants illégaux. 1897 Guinéens sont concernés. Yaya le rappelait tout à l'heure. Aujourd'hui, des conséquences graves, il faut le dire, parce que c'est ce qu'on qualifie de diaspora. Ces Guinéens de l'étranger contribuent majoritairement à l'accroissement de notre économie. Ouais. C'est très important, parce que ces gens prennent ce qu'ils ont là-bas pour les rapatrier vers la République de Guinée, ce qui donne un peu plus de force à notre économie. Une force importante, ça il ne faut pas le négliger, cela c'est une réalité, on vit avec perdre près de 2000 personnes qui envoyaient chaque fin de mois quelque chose, même si ça n'était seulement $100 ou $200, multiplié par le nombre de mois, et ce n'est pas ça, c'est peut-être pour la famille seulement, sans parler des amis qui
tirent profit, multiplié par près de 2000 personnes, et pendant un an, vous vous rendrez compte, c'est une économie à ne pas négliger. Depuis combien de temps ces derniers ont commencé à envoyer de l'argent? C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est quelque chose que l'État doit se préparer pour faire face à cette situation. Il ne faut pas penser seulement que ces Guinéens, de toute façon, rien ne nous dit que tous ces Guinéens vont gagner Conakry, ils seront à l'aéroport, certains vont sûrement venir, pas tout le monde, on le souhaite, et que ça d'ailleurs, qu'on n'arrive même pas à les voir et que tout se passe très bien, qu'ils continuent, mais l'État doit se préparer aussi, préparer quelque chose comme on a vu dans d'autres pays de l'Amérique latine qui préparaient le retour de ses compatriotes rapatriés ou vraiment demandés par les... J'ai suivi les images là ce matin. Ouais. Il y a des pays qui ont anticipé. Oui, qui ont anticipé, qui ont commencé d'abord pour la première étape, mettre des grandes tentes partout pour comment les accueillir avec vraiment des petits des packages qui doivent, avec quoi on peut les recevoir, et puis pour ne pas que... Ce que vous appelez dans les zones minières des casse-croûtes. Des casse-croûtes, bon, s'il faut oui, casse-croûtes, s'il peut le dire comme ça, casse-croûtes, bien sûr. C'est des éléments fondamentaux, des éléments qui sont essentiels, s'il faut le dire comme ça, et qu'on se prépare à les accueillir, parce que nous savons très bien, ces gens, ils ont déboursé, vous l'avez dit ici, c'est de l'argent. Certains, parfois, c'est toute une famille qui se donne la main pour pouvoir envoyer quelqu'un. On dit, bon, voilà, tu es notre espoir, on pense à toi, tout ce qu'on te demande, peut-être arrive à aider un frère, et puis voilà, ton tour, ce dernier va faire, et puis voilà, de toute façon, il y a des négociations, et on arrive à trouver quelque chose, il va, et à peine arrivé déjà, on lui demande de quitter le sol, vous vous rendrez compte que ce que cela peut causer comme problème. Sur le plan économique, on en a parlé, mais il faut comprendre que même si on essaie de diaboliser cette situation du côté de la Guinée, il y a des partenaires pour en faire apaiser un peu le cœur des uns et des autres. Il faut comprendre que ce n'est pas une décision qui vise seulement les Guinéens. Il faut comprendre dans le monde entier quel est le partenaire le plus proche des États-Unis aujourd'hui, plus que l'Israël. Il n'y en a pas. Il y a plus de 1200 ou 1400 Israéliens qui sont aussi demandés à quitter le sol américain. Il y a combien de pays? Des Chinois, on en parle. Les Russes, on en parle un peu partout. Les Guinéens, oui, c'est vrai, quand le ciel gronde, chacun met sa main sur la tête, on se protège d'abord avant de penser aux autres. Mais c'est une situation qui concerne tout le monde. Ça, c'est le premier point qu'il faut notifier. Environ, ils sont plus d'1 million. 1 million et quelques de personnes qui sont appelées par les autorités américaines à quitter le sol des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut comprendre que ce n'est pas ceux qui sont rentrés hier, vraiment qui vont être rapatriés, qui vont être demandés ou qui vont être déportés, comme on le dit dans cette expression. Non, ce n'est pas eux. Il y a des gens qui sont sur le sol américain, qui ont fait presque 20 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont là, mais ils n'ont pas de papier. Donc en situation irrégulière. En situation irrégulière, mais continuent de vivre. Et puis parce que vous savez, dans de tels cas, il y a des associations, des ONG qui sont en place, qui protègent vraiment tout ce qui arrive sur le sol américain et qui vivent là, qui sont en situation irrégulière. On leur attribue des avocats et tout ça, ils défendent, ils arrivent à les protéger, qui ne vont pas quitter. Parce que vous savez aussi qu'il y a des Américains qui ont des plantations. Ce sont grâce à ces immigrés qu'ils continuent à développer. Donc ils peuvent rester pendant des années durant, voire même des décennies. Ils sont en situation irrégulière devant les autorités américaines. Donc, avant qu'on ne parle de votre expulsion, il y a tout un processus qui est là. Vous vous rendrez compte que la majorité des gens qui doivent quitter le sol, dont on demande vraiment de quitter le sol américain, ce sont des gens qui ont été confrontés à la loi depuis sous Joe Biden, voire même bien avant. Bien avant, il faut apporter cette précision. Ce n'est pas parce que c'est Donald qui est arrivé. Oui, Donald est arrivé, ok, mais Donald exécute des décisions, accélère l'exécution des décisions de justice. Parce que quand il y a un problème, on voulait demander le visa, demander le papier d'asile. On dit qu'on ne vous donne pas. Si on ne vous donne pas, vous faites recours. Quand vous faites recours, c'est à partir de là qu'on peut dire oui, on vous donne ou on ne vous donne pas. Il y a toute une étape avant d'arriver à la déportation ou à l'expulsion, pour être plus clair. C'est là, après avoir épuisé toutes ces étapes, qu'on vous demandera vraiment, à partir de maintenant, vous êtes appelé à quitter le sol américain. Et ça aussi, quand on demande de quitter le sol américain, il y a deux volets, deux possibilités. Soit vous décidez de vous-même de quitter, ou le gouvernement américain met les moyens pour vous faire partir de son territoire. Donc il y a plus de 400 Français qui sont dans cette situation. Et de parler des milliers d'autres puissances, comme la Chine, comme l'Inde,
on ne parle même pas de la Guinée. La Guinée est petit, le cadre guinéen est petit. Ça, c'est aussi deuxième facteur. Troisième facteur qu'il faut mettre, ce n'est pas n'importe qui qu'on demande aussi de quitter. Il y a ce dont on dit, non, vous ne pouvez pas rester, on ne peut pas vous donner le papier d'asile, vous n'allez pas rester. Ça, il y a ce cas sur le plan administratif. Mais par contre, il y a d'autres qui sont en conflit avec la loi. Soit c'est des vols qualifiés, soit c'est des viols, ou d'autres problèmes liés à la justice avec la justice américaine, que ce sont ces personnes qui sont appelés le plus souvent à quitter le sol américain. Donc même si c'était avec un démocrate ou avec Joe Biden, peut-être ça prend du temps, l'exécution, on va mollo, ça prend du temps, ça retarde, ok. Mais avec Donald, il a pris une décision. Donald ne s'est pas prononcé comme ça pendant la campagne qu'il va rapatrier plus d'1 million de personnes sur le sol. C'est son équipe a fait un travail préalable. Ce travail préalable, c'est sur cette base qu'il a fait des promesses. Ce n'est pas comme ça la volée qu'il a fait. Donc ces décisions, il savait qu'il y avait des décisions qui souffraient au niveau de la justice, l'exécution ou l'application souffrait. Donc ils ont dit, si nous arrivons ici, vous les avez trouvés qui ne sont pas appropriés, qui ne sont pas aptes, qui sont en contre-faux avec la loi, qu'ils violent des personnes, qu'ils font des vols, et ils volent. L'ensemble de tout ça, nous, une fois au pouvoir, on va exécuter. Et cela, ce n'est pas propre seulement aux États-Unis. Même en Guinée ici, quand on essaie de parler de la loi, vous vous rendrez compte. Et bon, maintenant, moi, je riais tout à l'heure quand tu parlais, je ne dis pas que je me moquais. J'ai pensé directement, c'est l'image du ministre des Affaires étrangères qui roulait dans ma tête, Maurice Sandan, qui parlait de réciprocité par rapport à l'expulsion des étrangers sur le sol. Ça, c'était bien avant, bien sûr, Donald Trump. Mais il avait dit bien avant. Donc, on se demandait, est-ce que si c'est près de 2000 Guinéens rapatriés des États-Unis, est-ce qu'il y aura aussi 1000 Américains sur le sol américain qui vont être appelés à quitter le sol guinéen? Ce n'est pas le cas, c'est sûr. Mais ce qui reste clair, l'exécution tourne ce par là. Ce n'est pas forcément dit comme on a parlé de près de 2000. Là où les parents des uns et des autres devraient vraiment croiser le doigt, il y a des ONG qui se battent sur ce plan, qui disent que non, telle personne, telle situation ne peut pas partir, telle autre, même si vous comptez qu'il est en contre-faux. Il y en a qui sont dans ce lot-là, il y a des personnes qui sont en prison. Hein. Il y a des gens qui sont en prison, pas parce que c'est des gens qui sont dans les maisons, qui continuent à travailler. Non, il y a des personnes qui sont là. Et d'autres même ont commencé à travailler. Dans ce travail-là, vous vous rendrez compte qu'il y a eu des postes qui ont été créés pour une forme de privilégier les Africains. Mais Donald Trump a dit, si vous êtes là, c'est par rapport à ces petites décisions. Bien. Je suis désolé, vous êtes appelé à quitter ce poste et quitter même le sol américain. Donc au gouvernement guinéen de se préparer, si c'est très important, puisque selon le ministère des Affaires étrangères, pour l'heure, le gouvernement n'a reçu aucune nouvelle de ce côté. En attendant d'avoir la nouvelle, préparez-vous. Mais le gouvernement n'a pas été officiellement interpellé. Ils ne seront jamais... Donald ne va jamais informer quelqu'un. Document officiel pour dire que préparez-vous. Je vous parle de ce que le ministère a dit. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. On le comprend. Mais il va beau attendre cette information. Est-ce que le gouvernement qui avait informé les gens qu'il y a des compatriotes qui vont passer par Guatemala pour arriver aux États-Unis? Allez, c'est déjà compris, vous l'avez compris. Donc, on parlait tantôt de la situation des Guinéens du côté des États-Unis. Près de 2000 sont déjà concernés par ce processus d'expulsion engagé par le nouveau président américain, Donald Trump. Nous, on prend maintenant la direction de la RDC. La situation reste confuse à Goma et à Diallo depuis hier. Des combats, des détonations, de fortes détonations et des échanges de tirs sont constatés de ce côté. On parle également de plus de 1000 habitants qui ont quitté depuis le début de la guerre de ce côté, du conflit de ce côté. On accuse l'armée rwandaise d'appuyer les rebelles du M23. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sont attendus pour ce sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, ce mercredi même. Ouais, EAC qui risque de devenir la CEDEAO, tout simplement, dans notre pays. Oui. Oui, justement, je pense que ce qui se passe en République démocratique du Congo doit interpeller tous les Africains au plus haut niveau. L'Union africaine qui brille par son immobilisme. Nous avons suivi sa communication hier. Je pense qu'on ne devrait pas laisser passer cela. C'est vrai que cette histoire du 23, c'est presque 5 ans, disons comme ça, de manière active.
Sinon, au Congo, pour ceux qui connaissent, en tout cas, moi, je suis né, j'entends parler de ces groupes de rebelles en République démocratique du Congo. Donc, c'était le seul État au monde où il y avait près de 200 groupes de rébellion. Donc, je pense que... et ça en dit long aussi, parce que c'était... La RD Congo, c'est comme un empire. C'est un État-continent. C'est un État-continent qui a plus de 8 frontières. Oui. Donc, vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un grand État. Tantôt, elle peut se réclamer de l'Afrique de l'Est. Elle peut aussi se réclamer de l'Afrique centrale. Donc, c'est voilà sa particularité. Et donc, l'Ouganda, le Rwanda... Ce sont quand même des petits pays qui arrivent à voir la carte par rapport à la RDC. Non, mais ce n'est pas la même chose. Donc, autour de ça, c'est le poumon de l'Afrique. De par sa constitution géographique, mais aussi de par ses ressources naturelles que nous connaissons. Donc, la RDC, c'est en cela que j'ai dit ici, la RDC, c'est un élément central, comme sa position au niveau de la carte Afrique le prouve pour le continent africain. Et c'est l'État, en tout cas, de tous les États francophones, c'est l'État le plus peuplé, c'est le pays le plus géant en termes de démographie et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 100 millions d'habitants au niveau de la RDC. Donc, c'était un grand État. Et moi, ce qui m'amène à dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que nous connaissons très bien que la guerre secrète au niveau de l'Afrique centrale ne date pas d'aujourd'hui, depuis 1994, disons, bien avant que cela, parce que c'est ce qui aboutit, disons, à l'assassinat de l'ancien président rwandais, Habyarimana, qui finalement avait été succédé par l'actuel président Paul Kagame. Nous connaissons le processus, comment nous sommes parvenus jusqu'à ce qu'un État francophone puisse devenir anglophone au niveau du Rwanda. Nous connaissons le processus après le génocide. Paul est venu au pouvoir, il a décidé de couper le cordon avec la France. Finalement, il tourne vers l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique. Et finalement, il a eu le soutien de ces gens-là. Il a pu renverser celui qu'on a considéré comme étant le président génocidaire, même si là aussi le débat se pose. Finalement, il devient président. Et je pense que pour ceux qui en ont vraiment lu un certain nombre d'ouvrages, on peut en conclure pour dire que avec Paul Kagame, il y a des implications géopolitiques que la RDC ne maîtrise même pas. J'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ou certains ne maîtrisent même pas. Et c'est comme si c'était un lieu de transit, le Rwanda. C'est le deal en réalité. Le Rwanda joue un rôle pour pouvoir permettre à un certain nombre d'États, pour ne pas que ces États soient directement impliqués et pointés du doigt, puissent bénéficier du callback, du gen que vous connaissez effectivement des ressources de la République démocratique du Congo. Donc, voilà des faits aujourd'hui qui sont là. Mais la question qu'il faut se poser, puisque au début de cette crise-là, on ne parlait que du M23 qui attaquait la République démocratique du Congo. Derrière, on ne voyait pas le Rwanda. Et les officiels congolais l'ont dit il y a longtemps, le M23, c'est la couverture. En réalité, c'est l'État rwandais qui attaque la République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, nous en rendons compte à travers même la réaction ou les réactions diplomatiques. Nous nous rendons compte que les gens ont eu le courage de dire effectivement il s'agit d'une agression de l'État rwandais vis-à-vis de l'État congolais. Donc, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Le M23, c'est la couverture, mais nous connaissons très bien, et tout récemment, c'est les forces spéciales rwandaises qui ont appuyé ces troupes-là pour pouvoir prendre d'assaut la ville de Goma, qui est une ville stratégique, puisque c'est la capitale du Nord Kivu, et nous connaissons très bien une zone instable. Donc, voilà des faits aujourd'hui qui se posent. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui, et c'est pour illustrer ce que nous venons de rappeler ici. Comment se fait-il qu'un État, puisque le Rwanda, c'est près de 30 millions d'habitants, pour ne pas dire 20 millions, je pense que ça n'en est même pas, c'est près de 20 millions d'habitants. Comment se fait-il que cet État puisse cuire un État qui a plus de 100 millions d'habitants. Un État plus grand, plus dense, démographiquement. Plus dense. Et vous voyez, comme tu l'as dit, des implications géostratégiques, géopolitiques que peut-être la RDC de Félix Tshisekedi ne maîtrise pas. Justement. Donc, pour conclure, on dira oui, c'est ça. Et peut-être qu'on peut comprendre aussi, même si on ne l'accepte pas, c'est quand même violent, que des jeunes Congolais
s'attaque aux ambassades étrangères. Ça, quand même, c'est un fait qui doit pas exister. Oui, justement, vous savez pourquoi Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même la MONUSCO, à un moment donné, a été attaquée. Même les officiels congolais, à un certain moment, ont voulu annoncer le retrait progressif de ces gens-là. Vous savez, c'est lire leur inaction vis-à-vis d'un certain nombre de faits. Mais cela ne justifie pas. C'est ce que je suis en train de... Je vous explique un peu où en sommes-nous aujourd'hui avec cette situation et qu'est-ce qui pourrait, naturellement c'est humain, expliquer ces arts de comportement. C'est déplorable, mais aujourd'hui, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les Congolais constatent ce qu'on appelle le mythisme vis-à-vis de ces organisations internationales qui, quelquefois, semblent, au-delà de leur dénonciation, être, disons, complices de ce qui se passe. C'est le message que cela renvoie au niveau de ces Congolais-là, au-delà des sorties, quelquefois, médiatiques. Mais nous constatons une complicité avec ce qui nous agresse aujourd'hui. C'est ça le message. Oui, on va dire c'est un ras-le-bol, Mohamed, qui est allé loin. Un ras-le-bol qui est allé loin parce qu'on peut comprendre, comme Yael l'a appelé, ces implications géostratégiques, géopolitiques, cette force que Paul Kagame inflige à ses voisins malgré sa superficie, la superficie de son pays qui est quand même négligeable par rapport à celle de la RD Congo. Mais aujourd'hui que le Congolais se lève, comprenne un peu la situation, il s'attaque aux ambassades étrangères, cela doit inquiéter parce que là, la diplomatie existe. C'est ça aussi la force de la diplomatie. C'est ça la force de la diplomatie, mais on le dit souvent, il y a un adage Soussou qui dit quand le feu prend la case du voisin, vous avez tout à fait le devoir d'intervenir parce que si vous n'intervenez pas, après la case du voisin, c'est votre maison qui pourrait prendre feu. Si le voisin n'a pas de problème. Voilà. Qu'il ait le problème ou pas, vous avez le droit, le devoir, pas le droit, le devoir d'intervenir. Le cas congolais, et avec le M23 dont on parle aujourd'hui, n'oubliez pas à l'origine, ce sont des officiers congolais qui ont créé ce mouvement, né du CNDP. Ils ont créé le mouvement M23 qui veut dire 23 mars, du mouvement du 23 mars. Donc, et il y a une convention, ces rebelles, ceux qui se sont rebellés ont été réintégrés dans l'armée en 2009. Et après ça, du fait que l'injustice, on n'a pas respecté ce qui avait été signé dans la convention, les gens se sont rebellés encore pour reprendre leur position initiale. Et malheureusement, on accuse aujourd'hui le Rwanda et Paul Kagame et tout ça, mais le problème est né au Congo, entre Congolais. Donc on peut parler Rwanda, mais ce sont les Congolais au départ. Est-ce qu'ils sont toujours ceux qui se battent aujourd'hui? Ce sont les Congolais seulement ou bien ce sont les Rwandais seulement? Mais à la base, ce sont les Congolais. Il y a une guerre de communication, grand frère. Excuse-moi du peu, il y a une guerre de communication. Pas plus tard qu'hier, on avait arrêté. C'était des Congolais leaders qui dirigeraient ce mouvement M23, mais qui sont en réalité, vous savez, ils ont un lien sociologique. Le Nord Kivu, c'est presque les Rwandais qui y sont. Mais c'est la même chose. Après le génocide, quoi. C'est comme prendre le cas de la Sierra Leone avec la Guinée, la population au niveau de Farmoria et autres. Quand on va en profondeur, vous vous rendrez compte que pratiquement c'est la même population. Tu parles les deux langues. Voilà quoi. Donc c'est presque la même chose, la même situation qui se passe là, ou bien quand on va à Kouré-Malé ou je ne sais pas quelle partie de Koudara. La même chose. C'est la même chose au niveau de nos frontières. Ce problème existe. On est pris par le temps, mais ce que je peux dire là aussi, c'est pour cela quelque part, même si les Guinéens on dit, les Guinéens, la Guinée, on a eu beaucoup d'armements, on n'a pas de boulot, on achète beaucoup. Moi, je pense quand vous avez des grands projets, je crois qu'il est temps de justifier l'investissement qu'on fait du côté. On en parle moins, on dit c'est la grande muette, on parle pas beaucoup. Mais moi, permettez-moi d'en parler. On a besoin de nous protéger, de mettre tout ce qu'il faut. Parce que si vous voyez que l'ennemi rentre facilement dans votre pays, parce qu'on sait que vous n'êtes pas prêt, on sait que sur le plan militaire, vous n'êtes pas prêt, sur le plan stratégique, vous n'êtes pas prêt. Mais si au fond, vous continuez à vous renforcer, on se rend compte, ils s'informent, ils savent que sur le plan logistique, la Guinée a ce qu'il faut. Le grand projet Simandou qui est en train de se développer pourrait arriver à bon port, et que d'autres partenaires qui pourraient se sentir légers d'une manière directe ou indirecte ne pourront pas réagir autrement parce que déjà, la Guinée a créé tout ce qu'il faut. Donc, n'oubliez pas qu'on est en train de construire tout ce qu'il nous faut sur le plan logistique et militaire dans beaucoup de préfectures aujourd'hui. Je suis d'accord avec les autorités du pays. Continuez à renforcer vraiment sur ce plan avant de développer, mettre en branle ce grand projet, ce méga projet. Parce que là, sur ce plan, tout ce qui pourrait tenter d'arriver à créer de la zizanie dans le pays ne pourront pas et qu'on se rendra compte
que vraiment, dans ce cas précis, ça peut nous bénéficier. Du code de la RDC, de Congo avec le Rwanda, les autorités sur le plan international, la communauté internationale ne doit pas continuer à se taire, même si vraiment, officieusement, ils ont des intérêts qu'ils protègent, ces différents partenaires, et que le Congo, malheureusement, ne tire pas profit. Quand vous rentrez dans d'autres pays aujourd'hui, vous rentrez dans ces pays, dans certaines préfectures, j'allais dire de la RDC, vous allez comprendre que, vous vous rendez compte que le développement n'est jamais passé par là. Bien. Donc, il est temps de vraiment que nous nous intéressons à ce dossier, parce qu'il y a des Guinéens à Goma, il y a des Guinéens en Kinshasa, c'est des centaines de personnes, et que leur vie devrait nous intéresser, comme ça nous a intéressés du côté des États-Unis. C'est déjà compris, on a grignoté quelques minutes, hein, vous l'avez déjà compris. Le débat était houleux et très intéressant. Certes que nous allons revenir sur ce sujet jeudi ou vendredi pour voir l'évolution de ce côté. Diallo, merci. Merci à tous. Merci à Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah Bertous. Merci à l'équipe de la réalisation ce matin. Moussa Dramé, Michel Ouamounou, Mamadou Diallo nous a accompagnés avec ses mains magiques du côté de la radio. Melika Sitaoutex s'est occupé de la télé en compagnie d'Assanso. À vous, auditeurs et téléspectateurs, on se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.